14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous faisions une émission il y a 10 jours en évoquant la différence entre les hommes et les femmes sur le plan relationnel, puisque les femmes aiment tandis que les hommes désirent. Et puis mercredi dernier, nous avons vu aussi que les femmes aiment se sentir prises par des hommes virils. Et donc aujourd'hui, en compagnie de Guillaume de Brébisson, je vous propose qu'on voit en quoi le mouvement MeToo a fait évoluer la sexualité des hommes, mais aussi leur manière d'aimer, d'approcher les femmes. Je sais que bon nombre d'entre eux sont actuellement un peu perdus. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas trop qu'ils s'inquiètent. Les femmes ont toujours envie de rencontrer des hommes virils. Un homme, en quelque sorte, doit rester un homme, même si, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle, il peut s'ouvrir à ses émotions, il peut aussi montrer sa vulnérabilité. En tout cas, si vous avez envie de témoigner, je serais ravie de vous écouter en tant qu'homme, comment vous avez fait évoluer votre sexualité. Et si vous avez envie de poser des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Je précise d'ailleurs que, à l'occasion de ce débat sur le mouvement MeToo, je vais également y participer. C'est lundi, à partir de 19h30, au Théâtre Marigny. Donc, je serai là. Et le débat aura lieu entre Sabine Procoris et Emmanuel Dancourt, l'une qui trouve que le mouvement MeToo va trop loin et l'autre qui trouve qu'il ne va peut-être pas assez loin. Voilà, je crois que c'est un débat qui sera certainement tout à fait passionnant. Guillaume de Brébisson, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes thérapeute, psychothérapeute, sexothérapeute, pardon. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont un livre magnifique, Lettre à mon fils, aux éditions First, dans lequel justement vous évoquez ce que pourrait être la sexualité d'un homme du 21e siècle. Votre fils qui devient un homme, hein, bien sûr. Et c'est vous qui avez eu envie qu'on aborde ce sujet. Pourquoi ? Oui, parce que en fait, je suis un peu inquiet de l'actualité qui voit aujourd'hui beaucoup de scandales liés en particulier aux violences sexuelles. Alors ça, qui sont des scandales qui éclatent à juste titre, parce que bien entendu, il faut lutter contre ce fléau. Et il y a, il me semble, un discours qui tend à généraliser et à amener les hommes uniquement en position, à mettre les hommes uniquement en position de culpabilité. Or, le masculin, c'est plus que le masculin malade. Il existe un masculin toxique, c'est vrai, il faut lutter contre ça. C'est très important d'éduquer nos jeunes garçons, de leur montrer qu'il existe autre chose. Et que la plupart des hommes sont autre chose que ces connards qui se permettent de lever la main sur leur épouse ou de la violer ou etc. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Je n'ai pas de chiffres exacts parce que c'est très compliqué de faire des chiffres. Mais pour moi, c'est maximum 20% des hommes qui sont des hommes toxiques. Mais oui, comme ils sont évidemment souvent, par exemple, un violeur, il viole pas une seule fois, il viole souvent malheureusement plusieurs fois, donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Oui, et puis un agresseur, de nombreuses victimes. Donc, absolument. Donc bien entendu, absolument. On s'occupe des victimes, ce qui est absolument nécessaire. Moi, j'en reçois beaucoup dans mon cabinet. Je pense qu'il est aussi nécessaire de s'occuper des agresseurs et de considérer que ces agresseurs, pour la plupart, sont des personnes qui sont elles-mêmes malades. Donc il y a, je pense, un regard à changer et surtout une généralisation à ne pas faire. Et pour ça, il faut revenir à qu'est-ce que c'est que le masculin positif. Quelles sont les valeurs du masculin positif et en quoi chaque homme peut les incarner au jour le jour, au quotidien, sans grande difficulté. Je pense que c'est important de célébrer le bon. Voilà, pas alors justement, ce sont quoi les valeurs positives du masculin Je pense à des choses simples. Par exemple, le masculin, c'est celui qui s'érige, c'est celui qui va protéger, apporter de la sécurité. C'est aussi celui qui peut construire. Et donc il y a toute cette puissance masculine de l'archétype du masculin, l'archétype au sens de Jung. Hein. Et ce n'est pas
ce qu'on voit dans ces affaires catastrophiques, c'est-à-dire la persécution, le désir de faire mal, de blesser, etc. Ça, c'est la partie toxique. C'est l'ombre, en fait. Oui, et moi je dis souvent d'ailleurs qu'un macho, donc un homme c'est un homme qui ne se sent pas suffisamment bien dans son estime de soi en tant qu'homme, et c'est pour ça qu'il a besoin de rabaisser la femme, de faire des plaisanteries féministes à la con. Je veux dire, quand on est bien à l'aise dans sa position d'homme, on n'a pas besoin de ça. On n'a aucun problème. Et de même que les femmes castratrices sont souvent des femmes qui ne sont pas bien dans leur position de femme non plus, et qu'elles ont donc besoin de rabaisser l'homme. On sait très bien que lorsqu'on est bien dans sa confiance et son estime de soi, dans le couple, on n'est pas dans la lutte de pouvoir permanente. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, je pense que chez les hommes, il y a aussi un héritage qui les amène à vouloir se couper de leurs émotions. Oui, et étant coupés de leurs émotions, lorsqu'elles les submergent, ils ne savent pas quoi en faire et ils les mettent en acte parce que le masculin agit. Et ça peut donner des catastrophes. Donc, c'est vrai qu'il y a cet apprentissage de vivre l'émotion, de l'accepter, tout en restant un homme. Et ça, ça s'apprend. Et c'est un peu le message que j'ai voulu faire passer dans mon livre de l'amour du couple et de la sexualité, Lettre à mon fils, où j'ai essayé de dessiner le portrait comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'un homme du 21e siècle, quoi. Voilà, et ça c'est une bonne nouvelle pour les hommes, puisqu'aujourd'hui ils peuvent montrer leurs émotions, ils peuvent montrer leur vulnérabilité. Et d'ailleurs on voit de plus en plus d'hommes qui prennent un peu mieux soin d'eux. Par exemple, il y a une évolution dans le masculin. Quand je dis soin d'eux, aussi bien par rapport à la cosmétique que par rapport à quand ils sont malades. Avant, ils prenaient un cachet et puis ils continuaient. Aujourd'hui, ils sont capables d'écouter leur corps et de prendre soin d'eux. Et il y a de plus en plus de congés paternité qui sont posés aussi. Exactement, vis-à-vis des enfants aussi, ils ont beaucoup plus ils s'autorisent le droit de pouponner, si je puis dire, ce que ne s'autorisait pas leur grand-père, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc cette évolution, moi encore une fois, je trouve que le mouvement MeToo est formidable. Il aura fait avancer vraiment beaucoup les choses, ça c'est sûr. Après, oui, moi je pense qu'il faut faire attention de ne pas faire la guerre des sexes, ce qui parfois a tendance à se faire. Je pense qu'il y a un vrai travail de réconciliation en fait à mener aujourd'hui entre les hommes et les femmes d'une manière générale, parce que à trop vouloir mener une guerre contre des idéaux toxiques, on finit par positionner les hommes contre les femmes, et là, il en va de la survie de l'espèce. C'est pas possible. Non, bien sûr. On trouve des solutions. On a besoin les uns des autres. Et puis moi, je voudrais juste rappeler quelque chose qui c'est un peu symbolique, mais c'est tellement juste. Depuis toujours, on dit que pour bien élever des enfants, il faut un père et une mère. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas élever seul des enfants, bien sûr. Mais la mère est maternante, donc apporte l'amour. Le père est sécurisant, donc apporte la sécurité. Et on sait que pour qu'un enfant s'élève bien, et je prends exprès le terme de s'élever, c'est-à-dire d'aller vers le haut, eh bien, il a besoin de beaucoup d'amour et beaucoup de sécurité. Et donc, c'est important de comprendre aussi que la belle masculinité, c'est l'homme sur lequel la femme peut se sentir en sécurité. Et on sait, moi je l'ai entendu d'ailleurs dans l'émission qu'on a fait mercredi, les femmes apprécient une épaule sur laquelle elles peuvent se reposer. Et donc ça, on ne demande pas aux hommes de devenir des femmes. On leur demande de continuer à être des hommes. C'est toute la question. Voilà. Comment faire pour que les hommes ne deviennent pas des femmes, restent des hommes, et en même temps soient, comme ils le doivent, respectueux des femmes, et qui ne leur prennent rien, c'est-à-dire se sentent eux-mêmes suffisamment en sécurité. Voilà, mais il faut rappeler de toute façon que depuis toujours, il y a énormément d'hommes qui ont pris soin de leurs femmes, de leurs enfants, et qui, d'ailleurs, on disait, l'homme, il allait travailler, il ramenait l'argent du foyer qu'il donnait à la femme qui gérait les cordes de la bourse, comme on dit. Donc tout ça, il y a eu des tas d'hommes formidables.
Mais il y a eu évidemment une catégorie d'hommes toxiques et c'est contre cela qu'il faut lutter. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que malheureusement, malgré MeToo, ces hommes toxiques restent toxiques et que ça Bien va pas, sûr. ça va, c'est pas eux qui sont tellement gênés par le mouvement MeToo, c'est les autres qui sont gênés par le mouvement MeToo. Oui, ce sont les autres. Et en même temps, c'était, je crois, tout à fait nécessaire de faire prendre conscience au monde entier de la fréquence à laquelle ces agressions se produisent et à quel point finalement c'est devenu, ça a été en tout cas pendant très longtemps presque normal de vivre ces situations qui ne le sont pas normales, qui doivent rester Oui, il absolument y a exceptionnelles et qu'il fallait dénoncer. Donc en soi, Oui, non, mais MeToo, c'est pour ça que je dis le mouvement voilà. MeToo, heureusement qu'il est là, parce qu'il y avait quand même une phrase terrible bats ta femme si elle sait pas pourquoi, si tu sais pas pourquoi, Elle le sait. elle le sait. C'est quand même des phrases qui sont inacceptables. Et moi, je me souviens avoir vu un livre, un conseil pour les jeunes femmes. C'était au début des années, il était sorti au début des années 60, je crois, hein, vraiment tout au début des années 60. Et on disait à l'épouse, quand ton mari arrive, mets les pantoufles là, bien chaudes, tais-toi. Enfin, c'était quand même des injonctions qu'aucune femme Ah, ne le bon supporterait temps. aujourd'hui. Exactement. Allez, on fait une petite pause et on va commencer avec Patrick, je crois, qui nous a rejoint. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous. Vous êtes sexothérapeute, auteur de nombreux ouvrages, notamment S'expanouir aux éditions First, un livre pour que le couple justement se trouve dans sa sexualité. On parle aujourd'hui de la sexualité des hommes, de leur relation aux femmes, et nous avons Patrick qui est avec nous. Merci de réagir, Patrick. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Moi, si vous voulez, je trouve que dans cette situation, ça m'a amené à perdre l'audace, pour résumer, à perdre l'audace de l'approche vers la femme en général. D'accord. J'ai perdu cette flamme-là, en fait. Oui, c'est triste. Hein. Ça c'est triste quand on entend ça. Vous savez, moi, je pense à une auditrice il y a quelque temps qui m'avait dit à cause de MeToo, maintenant, il n'y a que les connards qui osent nous draguer. Oui. Oui, non, mais alors évidemment la phrase est drôle, mais elle est terrible, quoi, parce que finalement, alors est-ce que les femmes aujourd'hui, du coup, osent draguer ? Je suis pas sûre non plus, hein. Ben, pas moi en tout cas. Non, mais je pense que la dernière enquête sur la sexualité montre que les jeunes ont beaucoup moins de rapports sexuels aujourd'hui. Je pense que ça vient un peu de là, hein. Oui, et puis on se passe les Insta, on se passe plus les adresses, donc continuer à communiquer après via ça, moi ça m'excite pas spécialement, donc c'est aussi un autre débat, je dirais. Et vous-même, Patrick, vous vous sentez bridé dans votre capacité de séduction ? Oui, parce que je me mets à réfléchir dès que je croise une demoiselle que j'ai trouvée attirante, je me mets à réfléchir avant de dire que j'étais toujours aussi fanfaron, avant toujours avoir un mot qui plaisante. Plutôt gentillet ou sur le fait du moment dans une file d'attente, etc. Là, j'ai le moment d'attente avant de le dire, donc c'était spontané, donc je me rends compte que c'était pas trop judicieux ou que c'est se prendre un peu le pied dans le tapis, donc je le fais pas, ou je sors du coup une phrase plutôt très bateau et qui mène à rien, quoi, en fait. Mais vous êtes célibataire aujourd'hui ou vous êtes en couple ? Oui, je suis célibataire depuis le Covid, ouais. Par contre, j'aime bien voyager. C'est vrai que par contre, quand j'utilise cette même audace que je trouve plutôt à mettre en place à l'étranger, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si c'est culturellement que ça change. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'hommes français, donc, qui aujourd'hui avaient tendance à épouser des femmes de pays où justement il n'y a pas eu cette mouvance forte de féministes anti-hommes. Si vous voulez, je peux vous donner mon dernier exemple. Là, je reviens de l'Espagne il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que dans la rue, si je vous croise demain et que je vous dis bonjour, comment vous vous appelez, et que en réponse, vous me demandiez tiens, comment tu t'appelles, et que si je te réponds je m'appelle Patrick, bon message, en France, je ne le fais pas. Par contre, en Espagne, mon nom, c'est Patrick Bonito Massaré. Ça rigole, on boit un café et hop, ça passe la soirée. D'accord. Donc en fait, ce que vous regrettez, c'est la fluidité des échanges entre hommes et femmes, la simplicité, c'est ça ? C'est ce côté-là. Alors une fois de plus, est-ce que je suis plus à l'aise parce que dire tes kiro peut dire plutôt que de dire ton amour, moi j'ai plus facile. Alors est-ce que c'est cette notion de la langue étrangère qui ouvre
la facilité du dialogue et qui décomplexe, qui désinhibe ma personnalité. Je sais pas si c'est ça, ou si c'est la culture, ou si le fait que... Cela dit, en Espagne, il semblerait qu'ils aient beaucoup avancé sur la question notamment des violences conjugales, mais il paraît que les chiffres n'ont pas tellement baissé non plus. Hein. En Espagne, il y a une politique de tolérance zéro autour des violences conjugales, au point que aujourd'hui, si une femme veut se débarrasser de son mari, elle dit qu'il lui fait du mal, et il est immédiatement éloigné de la maison, il un bracelet électronique, etc. Donc c'est une politique extrêmement volontariste. Mais qui J'ai cru paraît-il comprendre qu'elle portait un peu ses fruits quand même. Moi, je sais pas, on m'a dit ça ce week-end, justement, quelqu'un qui m'a dit ça. Alors je sais pas, encore une fois, j'ai pas regardé les chiffres, hein, donc restons prudents. En cela étant dit, il est évident que la violence conjugale est insupportable, mais on parle pas de ça avec Patrick. Patrick, en fait, ce que vous avez, enfin vous l'avez dit très joliment d'ailleurs, vous avez perdu votre audace parce que vous avez été rembarré une fois ou deux par une femme parce que vous lui disiez quelque chose d'agréable. Oui, ou alors j'ai des fois des réflexions, le fait, j'aime bien être un peu justement dans la plaisanterie, ou même chez moi, j'ai des choses, de la décoration qui peut être originale. J'ai fait une petite rampe pour mes animaux domestiques pour qu'ils puissent sauter, vous voyez, des choses un petit peu. Eh ben, là, on rentre chez moi, t'as une réflexion. Oui, je comprends pas pourquoi tu me fais une réflexion en fait critique, rabaissante. Mais ça va plus loin. Vous trouvez que les femmes sont un peu, comment dirais-je, un petit peu agressives et tentent de vous dévaloriser pour un rien, c'est ça? Ou qui assume pas. La dernière personne avec qui j'ai un petit peu flirté comme ça, c'était en plus, on était sur le jour de mon anniversaire. On vient plaisanter sur le sujet. Elle me demande mon âge. Je lui réponds, ça ne se fait pas de demander l'âge d'un jeune homme. Je suis en âge de rencontrer l'amour. Elle plaît. Écoute, ok. Vas-y, hop, on vient chez moi, on est rentré chez moi, j'ai commencé à la prendre dans les bras, lui faire un petit bisou dans le cou. Elle a rigolé, elle faisait des sauts de cabri sur place. Un peu, j'en suis resté là, j'ai senti du coup sur un espèce de rejet, j'ai compris comme ça. Vous voulez dire qu'elle faisait des sauts de cabri, mais du genre, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu essayes de m'embrasser, c'est ça? Ah oui, avec les bras ballants, les sauts de cabri, elle rigolait nerveusement. Donc pour moi, c'était juste un reflet de nervosité et d'incommodité, quoi. Hein. Je n'oserais pas dire qu'elle était dans une crise d'hystérie, hein. Je n'oserais pas le dire. Peut-être a-t-elle trouvé que vous alliez un peu vite en besogne? Je suis hyper délicat. Hein. Attention, alors là, sur le sujet et l'approche, moi, ça peut m'arriver de justement juste faire un petit bisou dans le cou, qu'on en reste là et qu'on discute, de ne pas faire l'amour. Moi, c'est pas un problème. Alors là, non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas osé lui demander pourquoi elle faisait ces sauts de cabri, parce que si ça se trouve, c'était peut-être de l'excitation, c'était peut-être plutôt un bon signe, mais vous avez pris peur et vous avez préféré en rester là. Disons qu'après, tu veux voir quelque chose, ou elle était un peu pas bégayée, mais hésitante, puis je vais y aller, c'est gentil de ta part. Et puis quelques jours après, j'ai eu un message sur un sujet qu'on a en commun, professionnel, on va dire, où elle me posait une question, plus ou moins bateau, je sais pas trop. J'ai l'impression que dans ce que vous rapportez, il y a aussi la sensation de recevoir des signaux contradictoires, quoi. Elle est d'accord pour venir dans votre appartement, mais pas dans vos bras, ce genre de choses, non? Puis c'est pas la seule. Ce week-end, j'ai proposé un resto de demoiselle que je connais un petit peu et que je connaissais de l'époque de l'école. Donc il y a, je pense, un confort de savoir où elle met les pieds et qu'il n'y a pas de notion de risque, etc. J'ai une réponse qui en a pas une, quoi. C'est oui, mais le dimanche matin je marche, après je vais voir mes parents, après je te redirai la semaine prochaine comment tu vas. Ça c'est la réponse d'une femme qui a pas envie d'autre chose et qui vous le dit de manière très très gentille. Mais qui me dit quand même en même temps dans le même message qu'elle pense souvent à moi pour plein de sujets différents. D'accord, oui. Oui, d'accord. Oui. Donc c'est non, mais je pense que c'est une jeune femme qui veut une amitié, mais pas quelque chose d'amoureux. Oui, là, voilà. Je pense que c'est pour moi, c'est assez facile à décoder, ça. Ouais. D'accord. C'est une femme qui veut bien, qui vous aime bien sur le plan amical, mais qui ne veut pas, qui vous fait comprendre qu'elle ne veut pas aller plus loin et qui vous le dit d'une manière très très élégante. Et qui veut pas vous. Il y a ça qu'il faut traduire aussi, alors. Voilà.
C'est-à-dire que si elle vous parlait de manière plus ferme et plus franche, en s'exprimant avec un non clair et ferme, ça condamnerait la relation. Elle est d'accord pour être en relation avec vous, mais pas de façon amoureuse. Ni sexuelle. Donc à vous de savoir si vous êtes intéressé par avoir une relation amicale avec cette jeune femme ou pas. Peut-être pas, donc, peut-être que c'est pas ce que vous désirez. Dans ces cas-là, le mieux c'est de prendre du champ. Oui. C'est ce qu'on appelle la friend zone chez les jeunes. Hein, et c'est là peut-être aussi, et ça c'est très bien d'ailleurs, hein, les femmes avant n'osaient peut-être pas. Elles se sentaient obligées, entre guillemets, parfois de passer à la casserole pour garder un lien avec des hommes. Alors qu'aujourd'hui, l'amitié entre hommes et femmes, les femmes l'assument ouvertement. Mais je pense que l'amitié entre hommes et femmes a toujours été possible, mais qu'effectivement, il y a très souvent cette ambiguïté qui est portée soit par l'un, soit par l'autre. Pas toujours par l'homme, de savoir si on peut passer à un autre mode relationnel ou pas. Alors, ce qui est important quand même, grâce au témoignage de Patrick, on va le signaler de manière très claire, c'est que pour beaucoup d'hommes, une femme est de toute façon sexuellement attirante, et beaucoup d'hommes, quand ils rencontrent une femme, au départ, ont quand même plutôt tendance à avoir en vue éventuellement avoir une relation sexuelle. Hein. Oui. C'est quand même quelque chose que... et peut-être que ça, aujourd'hui, les femmes le comprennent mieux, et donc sont peut-être plus vite un petit peu cassantes, parce que elles n'ont pas ce désir-là. Ça crée aussi... Je pense que les codes sont quand même vraiment en train de changer, et tout le monde doit s'adapter à ces nouveaux codes. Oui, je suis d'accord. Et je trouve que ça, justement, c'est un des bienfaits de MeToo. Bien sûr. D'apprendre aux hommes que les femmes sont des hommes comme les autres, c'est-à-dire qu'elles apprécient non, également... justement, elles ne sont pas des hommes comme les autres. Elles ne sont pas disponibles sexuellement comme vous. Ah oui, alors, bon, d'accord. Bon, je le voyais autrement, mais... L'idée, c'est de dire qu'on peut effectivement être en relation avec une femme sans forcément coucher avec elle, et que c'est aussi très agréable. C'est-à-dire que la tournure d'esprit féminine nous apporte des choses à nous, nous apprend des choses, à condition qu'on la laisse s'exprimer et qu'on ne la catégorise pas systématiquement. Et ce qu'on peut dire à Patrick, c'est que de temps en temps, moi ça m'est arrivé, et je pense que c'est arrivé à d'autres femmes, on accepte une relation plutôt amicale avec un homme, et puis au bout d'un certain temps, finalement, on le dit, il est quand même bien gentil, et on n'accepte plus. Hein. Ça, c'est toujours possible, bien sûr. Mais a priori, comme ça, on n'est pas aussi immédiatement sexuellement attiré et actif que les hommes. C'est quand même une vraie différence. En tout cas, merci Patrick, votre témoignage est tout à fait intéressant, et puis continuez quand même à avoir un petit peu d'audace, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas tout perdu. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, les vraies nuisances dans le couple. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Guillaume de Brébisson, mon Love Conseil, les vraies nuisances dans le couple. En fait, il y a plusieurs grands types de nuisances dans une relation. Et alors, j'en ai compté 4 importantes, et vous allez pouvoir me donner votre avis, évidemment. Alors, la première, c'est ce processus de destruction qui va faire qu'on va tenter plus ou moins consciemment de dénigrer, d'humilier son partenaire ou sa partenaire par des propos un peu dévalorisants ou des critiques répétées. Et ça, c'est une véritable nuisance. Et ça, c'est parfois à cause justement d'une mauvaise estime de son identité sexuelle. Oui, ça c'est ce qu'on appelle aussi souvent la lutte de pouvoir. Non, ça c'est une deuxième, c'est autre chose encore. Ouais, alors c'est parce que une manière d'exprimer les choses qui est particulièrement malsaine pour l'estime de soi de chacun des partenaires, quoi. Oui. Alors en effet, j'ai mis les enjeux de pouvoir, parce que ça, c'est pas forcément de détruire l'autre, c'est juste de vouloir dominer, de tout décider, et de pas respecter l'autonomie et l'individualité de l'autre, parce qu'on a besoin de garder le pouvoir. Et en quelque sorte, souvent, derrière ce pouvoir, c'est un besoin de contrôle de la relation, et donc de peur, et donc de fragilité. Vous avez tout à fait raison. Et ce jeu de pouvoir peut se manifester parfois dans un seul contexte. Dans ce cas-là, c'est pas très grave. Mais quand il se manifeste dans plusieurs domaines, le couple, forcément, à un moment donné, est voué à l'échec. Hein. Oui, il ne faut pas oublier que Jung disait que le pouvoir, c'était le contraire de l'amour. À partir du moment où on est dans une relation de pouvoir, où une relation de pouvoir s'exprime trop souvent au sein d'une relation de couple,
le mieux, c'est effectivement de cesser la relation de couple. Parce que c'est pas quelque chose qui va facilement s'arranger, ça. Troisième grande nuisance dans le couple, c'est lorsqu'il y a une frustration volontaire ou involontaire d'ailleurs, d'un des besoins essentiels du partenaire. Alors évidemment, on pense tout de suite à la sexualité dans cette émission, hein, évidemment, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être le frustré d'aller faire son sport favori, le frustré de regarder les infos, par exemple, ou son match de foot. Enfin, une frustration permanente d'un besoin essentiel du partenaire, c'est aussi une vraie nuisance. Alors ça, moi j'ai tendance à penser que si c'est une frustration, ça va. Oui, enfin, quand ça commence à augmenter, là il y a un problème et on revient assez vite dans une question de jeu de pouvoir. Parce qu'en fait, puisqu'on aime la personne avec qui on est, normalement on devrait être plein de joie et d'amour à l'idée que cette personne fasse ce qu'elle a envie de faire, à condition que l'espace du couple reste quand même disponible, quoi. C'est-à-dire que ça n'envahisse pas non plus tout. Absolument. Et alors, le quatrième nuisance, c'est quand il y a un échange émotionnel, sentimental, basé sur l'ambivalence et la confusion. Par exemple, le partenaire passe d'un amour inconditionnel à de l'indifférence, n'est jamais très clair dans ses sentiments. Et du coup, ça provoque une petite insécurité émotionnelle, une peur d'être quitté ou abandonné, et ça ne permet pas la confiance dans la relation et la stabilité. Et ça peut arriver avec des personnes très, très ambivalentes sur leurs sentiments. Qui ne disent jamais quand est-ce qu'ils vont appeler, qui ne rappellent pas, mais qui parfois sont très très présents. Enfin, Là, à mon sens, il y a deux cas différents. Soit c'est involontaire, comme c'est probablement le plus souvent le cas, et c'est une question de mode d'attachement, et là, c'est bien d'aller faire une thérapie. Soit c'est volontaire, et à ce moment-là, c'est vraiment un désir de faire du mal à l'autre, et là, il faut quitter le couple. Absolument. Donc, il faut déjà arriver à décoder. Alors, il faut, voilà. Et parfois, on a besoin d'un thérapeute pour décoder justement les signes que nous envoie notre partenaire qui sont confus. Absolument. Et puis, sur ces nuisances, je pense que c'est bon d'ajouter, vous serez sûrement d'accord avec moi, que si jamais dans une relation de couple, on est confronté aux 4 nuisances à la fois, il faut fuir. Il est plus que temps de fuir, oui. C'est Et très se poser important. la question de pourquoi on l'a choisi. Oui. Céline, maintenant, est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour à tous les deux. Et merci Brigitte pour la qualité de vos émissions parce que c'est dingue ce qu'on peut y apprendre. Oh bah merci, c'est gentil et on va continuer. Et puis merci à vous d'intervenir parce que c'est aussi avec vous qu'on avance tous ensemble. C'est une belle chaîne de solidarité, d'amour. Tout à fait. Alors Céline, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur l'après-MeToo justement ? Alors l'après-MeToo, en fait, je pense que c'est un peu générationnel. C'est-à-dire que pour les gens un peu de ma génération, donc on va dire cinquantenaire et plus, les femmes, je pense, sont un petit peu plus concernées par le sujet, mais sinon les hommes, je pense que ceux qui se comportaient bien, continuent de bien se comporter, et ceux qui sont mal comportés, doivent considérer que c'est un peu un truc à la mode et que ça va passer et que ça ne les fait pas changer. Non, il n'y a pas mort d'homme et que le mal est déjà là dans toute sa splendeur, voilà. Et que il n'y aura pas, à mon avis, de tellement de changements à en attendre. En revanche, je pense que pour les générations plus jeunes, et moi j'ai 2 fils de 20 et 18 ans, je trouve qu'on perçoit déjà un changement parce que je trouve qu'ils sont beaucoup moins sexués qu'on l'était à leur âge. C'est-à-dire que la drague, tout ça, ça n'a plus l'air d'être un moteur comme ça. Enfin, je me souviens, moi et mes copines et nos copains, on était quand même drivés par ça à ces âges-là. Et j'ai le sentiment que... vous aviez 20 ans dans les années 90, j'imagine, à peu près, 95. Ouais. Oui, c'était alors c'est vraiment l'époque la plus libre de l'après-guerre, hein. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas 68-70, hein, c'est vraiment c'est les années Haute d'Or, c'est les années... Les années 80, 90. Moi, je dirais 90. Ces années 90, il y avait quand même le sida. Hein. Certes, mais il y avait on parlait de sexe. Il y avait une envie de vivre. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre. Il y avait une mise en avant de la sexualité, du sexe plutôt, de manière. On invitait les stars du porno à la télé. On invitait. Il y avait du latex partout. Enfin, c'était vraiment les années
où il fallait être sexe pour être quelqu'un, quoi. Oui, avec quand même cette... je pense que je suis d'accord avec votre approche générationnelle. J'aime bien votre manière de voir les choses. Je crois que parfois, on a des glissements de génération juste sur 1 ou 2 années. Finalement, il peut y avoir une différence entre des gens de 18 ans et des gens de 22 ans sur la manière d'aborder la sexualité, l'amour, le couple, etc. Et il me semble qu'aujourd'hui, les jeunes générations, alors dans mon esprit, ça veut dire moins de 30 ans à peu près, oui. sont effectivement beaucoup plus attentifs les uns aux autres en matière de confort émotionnel, quoi, et de désir de pas blesser ou de pas entrer dans quelque chose d'inacceptable selon eux, etc. Je pense que c'est aussi des personnes qui sont plus aptes et plus rapidement à dire que ça va pas et éventuellement même à porter plainte, enfin dans certains cas. Mais je pense qu'ils sont aussi plus craintifs. Oui, c'est le revers de la médaille. Parce que justement, moi je voulais vous poser la question, Céline, vos filles, donc vos 2 filles, elles sont en âge... C'est 2 fils. Ah pardon, j'avais compris 2 filles, excusez-moi. Ouais. Oui, alors justement, donc si c'est 2 fils, je ne vous pose pas la question, parce que je voulais vous poser la question, est-ce que vos filles se font un petit peu draguer ? Est-ce que les hommes essayent, enfin les jeunes hommes viennent un peu... Comme c'est des fils, justement, ils doivent être un peu hésitants à aller... c'est ça, en fait. Puis moi, la première, je vais leur dire surtout, on évite le coup d'un soir après une soirée un peu arrosée. Vous voyez ? Je les mets en garde parce que je sais. Il y a le coup et puis il y a l'après-coup. Voilà, exactement, le coup d'après. Donc c'est vrai qu'on est obligé de les mettre un peu en garde et avec tout ce qu'ils voient aussi par ailleurs, je pense que ça inhibe un peu le côté de drague, d'approche, et je me demande ce que ça va donner dans les années. Enfin, je scrute, mais je me demande ce que ça va donner dans les années à venir, où est-ce qu'ils vont pouvoir en effet développer des relations classiques sans être un peu dans la crainte, quoi. Enfin... Alors moi, c'est pour cette génération-là que j'ai écrit mon livre de l'amour du couple et de la sexualité, d'être à mon fils. C'est vraiment pour ces jeunes hommes d'aujourd'hui qui sont un peu coincés entre plusieurs représentations de l'homme et plusieurs représentations de la femme, quoi, et qui doivent assumer certaines choses et puis faire des choix et en même temps se comporter d'une manière à rester en intégrité avec eux-mêmes. Ça sera un beau cadeau de Noël. Mais voilà, absolument, achetez-en plusieurs. Au moins 2. Au moins 2. Oui. Non, mais de toute façon, il est évident. MeToo, ça remonte à 2015. C'est 2017. Oui, mais c'est aux États-Unis, ça a commencé en 2015, je crois. On s'en fout. 2015 ou 2017, ça fait à peine 10 ans. Hein. C'est ça. Et donc, en effet, on voit bien, quand vous dites les 20-30 ans, oui, on est là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est bien, encore une fois. Maintenant, oui, je pense que c'est là où il faut avancer, justement, par rapport à ce mouvement MeToo, pour bien comprendre qu'il était nécessaire, mais qu'il ne faut pas faire comme Robespierre pendant la Révolution, qui a coupé toutes les têtes, tellement il voulait être plus pur que pur. Voilà, je m'amuse souvent à faire cette comparaison, et c'est vrai que c'est ça qui est important. Il ne faut pas couper la tête de tous les hommes, parce que tous les hommes ne sont pas des prédateurs, quoi. Bon, si on leur coupait que la tête encore. Il y a une autre génération qui est intéressante en ce moment, c'est la génération des trentenaires. Il se trouve que j'en ai plusieurs qui viennent me consulter en cabinet, et il y a une espèce de tendance, j'ai l'impression, à cette génération-là, à vraiment tout remettre en question, et on dirait que les trentenaires d'aujourd'hui font leur crise de 40 ans à 30 ans. C'est-à-dire qu'ils ont 10 ans d'avance, ils sont beaucoup plus clairs sur leurs désirs, ou alors, quand ils ne le sont pas, ils décident de tout changer pour tout clarifier. Et là aussi, il y a un changement important qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et je pense que c'est important aussi du point de vue des vingtenaires, parce que les vingtenaires, le modèle le plus proche qu'ils ont, c'est celui des trentenaires.
qui est en train de tout changer. Mmh. En tout cas, merci Céline, et puis bon courage. Et puis je crois que c'est bien qu'ils se posent ces bonnes questions et qu'ils trouvent leur propre réponse. Encore une fois, je crois que c'est même si on sait que la culture dans laquelle on baigne, l'époque dans laquelle on baigne, a une influence sur notre sexualité. C'est ce qu'on disait avec Philippe Breneau, qui est anthropologue. Et c'est important toujours de le rappeler. C'est jamais anodin l'époque dans laquelle on vit. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Guillaume de Brébisson, on se pose la question de la virilité des hommes après MeToo. Et nous avons Karina qui est avec nous. Bonjour Karina. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Karina. Vous parliez d'une époque juste avant la pub, et c'est vrai que moi j'ai été d'une époque où quand les garçons nous sifflaient dans la rue, ça nous faisait plutôt plaisir. J'ai aussi vécu une époque où quand on nous faisait un compliment ou qu'on nous draguait, ça nous faisait plaisir. Quand c'était un peu lourd, on savait dire au gars, bon stop. Peut-être que les hommes aujourd'hui n'ont Alors, plus... Karina, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez ressenti, mais je ne suis pas d'accord pour dire que toutes les femmes s'en foutaient. Je crois qu'il faut comprendre, et c'est là où moi je pense qu'il y a un travail en amont à faire avec les petites filles, leur apprendre à se défendre. Oui. Quand on est des femmes qui savent se défendre, on nous siffle dans la rue, on s'en fout, on nous fait un compliment un peu vulgaire, on s'en fout. Si on est une femme fragile, ça peut nous dévaster. Et c'est en ça qu'il faut bien comprendre que pour beaucoup de femmes, elles avaient besoin de ce mouvement MeToo pour se sentir plus à l'aise dans la société. Oui, alors absolument. Je voudrais ajouter une chose. Je m'excuse, Karina. Et on vous redonne la parole tout de suite. De vous prendre un petit peu la parole. Je voudrais ajouter une chose, c'est que à notre génération, à nous, là, nous trois, hein, grosso modo, c'était des compliments qui étaient envoyés dans la rue aux jeunes filles. Parfois, c'était un peu insistant, mais ça restait de l'ordre du compliment. Aujourd'hui, ce que vivent de très nombreuses jeunes femmes, c'est du harcèlement de rue, et c'est très différent. Et ce sont des insultes, ce sont des gestes obscènes, ce sont des choses comme ça qui sont répétées, et dont elles n'arrivent pas à se dépêtrer, et qui sont réinterprétées par les hommes qui envoient ces... Une catégorie d'hommes, et on ne dira pas lesquels. Voilà, on ne dira pas lesquels, comme étant soi-disant quelque chose de l'ordre de la séduction, de la drague, etc. Alors qu'en fait, c'est purement et simplement de l'agression. Donc, il y a ça aussi qui est important de prendre en compte dans l'expérience des jeunes femmes d'aujourd'hui, quoi. Parce que quand même, Karina, il y a une chose que j'entends auprès des jeunes femmes qui me disent non, aujourd'hui, on ne peut plus se promener avec une mini-jupe, c'est plus possible. Hein. Oui, ça dépend où. C'est toujours pareil, on généralise trop, et à entendre MeToo, tous les hommes sont des porcs, et c'est ce qui me gêne un peu, moi. On est en train de ça, c'est l'excès. Totalement... Mais Karina, vous avez raison, ça c'est l'excès de MeToo contre lequel il faut lutter. On est tout à fait d'accord. Ça, vous avez totalement raison. On est en train de faire ce soir ce travail justement de mettre du subtil là où les généralisations font du mal à tout le monde. Hein. Complètement. Pourquoi on n'apprend pas simplement en cours de gym aux filles les gestes de base pour se défendre? Ça serait déjà une bonne idée. Juste ça. Elles gagneraient en sécurité. Moi, je me souviens de mon fils qui faisait un sport martial. Quand il était embêté, il disait juste, écoutez, si vous voulez chercher la bagarre, il n'y a pas de problème. Je suis là. Mais il restait tranquille et calme. Et les autres se disaient, s'il y a anguille sous roche, c'est pas normal. Et du coup, ils s'en sortaient comme ça, mais sans bagarre. Bon. Oui, alors, mais vous allez me dire, c'était un homme. C'était un homme. Non, mais Karina, il faut quand même savoir que les prédateurs attaquent les proies. Et les femmes qui sont des proies, il y a des femmes qui se sont jamais fait agresser, et il y a des femmes qui se font tout le temps agresser parce que le prédateur ressent bien. C'est comme à l'école, hein, l'enfant qui se fait harceler, c'est l'enfant qui est un peu fragile. Hein, c'est pour des tas de raisons. Hein, d'ailleurs, à l'époque c'était le rouquin, aujourd'hui c'est autre chose. Ou le garçon à lunettes. Oui, enfin. Donc, oui, mais moi j'étais grosse à lunettes, hein, et je me suis fait harceler et je m'en suis sortie. Ce qui me fait peur et ce qui me dérange, moi, c'est qu'aujourd'hui un homme va avoir peur de monter dans un ascenseur
sort avec une femme, va avoir peur de fermer la porte quand elle est avec lui dans un bureau, va avoir peur. J'ai l'impression qu'on est en train d'arriver aux mêmes excès qu'aux États-Unis, où en fait il y a vraiment un clivage entre les hommes et les femmes parce que en fait on est en train de les castrer quelque part et ils ont peur et pourtant moi je côtoie de nombreuses personnes. Je peux vous dire qu'il y a quand même une majorité d'hommes qui sont sympathiques, qui sont agréables, etc. Alors oui, vous parlez de ces gens-là dans les grandes villes, certainement. Moi, je suis peut-être une privilégiée parce que j'habite en province et qu'on n'a pas ce genre de problème, si vous voulez, beaucoup moins. Mais il y a un tel excès. Ça me fait peur par rapport. Moi, j'ai 2 garçons, j'ai 2 fils. Oui, vous avez raison, mais comme vous le dites. Vous avez raison. Vos fils, ils ont quel âge, vos fils? 40 et 37 ans. Ah bah et moi, va. Je peux vous dire une chose, c'est plutôt une femme qui a harcelé le plus jeune, qui me disait, maman, moi, je peux pas répondre parce que avec ce que je suis capable de faire, je pourrais la tuer d'un seul geste. Et il se laissait taper. Donc, ça c'est vrai ce que vous dites. Il y a des femmes qui cherchent à se faire. Les garçons, vous en avez quand même un sacré paquet aussi. On est d'accord. C'est pas parce que j'ai 2 garçons. Mais il faut relativiser. Et je trouve que aussi les médias en font des tonnes. Et des tonnes et des tonnes. Et aujourd'hui, on est en train de faire un vrai clivage entre les hommes et les femmes. Et moi, ça m'inquiète énormément. À mon âge, évidemment, vous me direz, peut-être que je vois les choses différemment. Si j'avais des filles, peut-être que je verrais les choses différemment. J'ai eu aussi dans ma famille une de mes nièces qui s'est fait harceler, etc. Après, la famille était là, et heureusement, soudée, et on a réussi à faire ce qu'il fallait pour que ça cesse. Mais je vous dis, je l'ai vécu, moi, dans les 2 sens. Mais moi, de toute façon, Karina, je vous rassure, je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il est temps de faire attention parce que sinon, le mouvement MeToo va aller trop loin. Donc, je suis d'accord avec vous. J'ai pas de problème avec ce que vous dites. Je dis juste qu'il faut aussi comprendre que vous avez, visiblement, Karina, su vous construire et ne pas être détruite par les quelques incidents à cause de 2-3 connards que vous avez croisés. Il y a des femmes que ça a beaucoup abîmé. Voilà, c'est juste la nuance que je fais. Oui, il faut se souvenir aussi que avant l'ère MeToo, des scandales comme le comportement d'Harvey Weinstein, par exemple, ou comme ce qu'on reproche aujourd'hui à PPDA en France, ne sortaient pas, n'étaient pas dit. Aujourd'hui, c'est sur la table grâce à ce mouvement. Et c'est une bonne chose, parce que ces prédateurs-là doivent être sanctionnés. Et en même temps, moi, quand je vous entends, je suis tout à fait rassuré. Je trouve ça formidable d'entendre une femme qui alerte contre les dangers de la généralisation de ce qu'on peut tirer des témoignages de MeToo. Et c'est vrai, vous avez raison, que c'est dangereux. Il faut à la fois éliminer les prédateurs et en même temps œuvrer à la réconciliation entre les hommes et les femmes. Voilà. Tout à fait, exactement. Œuvrer à la réconciliation entre les hommes et les femmes, parce que sinon, je pense qu'on va vraiment vers la catastrophe. Mais vous savez, Karina, moi je me suis beaucoup penchée sur le terme du consentement, que je n'ai jamais trouvé juste. Et récemment, j'ai eu comme ça une sorte de flash, et je vais vous en faire profiter. Je me suis dit, mais consentir au plaisir, c'est un terme totalement abruti. Je veux dire... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a mis un terme sur sur un mot qui est le mot du plaisir. Enfin, je veux dire, la séduction, c'est agréable d'être séduite, c'est agréable de séduire, c'est agréable de flirter, c'est agréable éventuellement de s'embrasser. Et c'est, j'espère, agréable de faire l'amour. Et on met dessus un terme qui est un terme administratif et contractuel. Donc déjà, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez sans doute, Karina, si vous m'écoutez de temps en temps, l'importance que je mets sur les mots. Bien sûr. Vous voyez? Et donc, on a tout faux. Ce terme de consentement qui est utilisé à tort et à travers par les jeunes et par les médias, etc., montre bien qu'on n'a rien compris de ce que c'est que le rapport entre les hommes et les femmes, quoi. Je suis content de vous entendre dire ça. Je suis content de vous entendre dire ça parce que on ne remet jamais en question la notion de consentement et effectivement, elle me semble éminemment contestable. Et en même temps, il faut bien nommer et il faut bien aussi, toujours pareil,
lutter contre tout ce qui s'apparente à un défaut de consentement, malgré tout. Mais il faut juste apprendre à être plus clair avec ses propres désirs. Et quand on a accepté quelque chose dont on n'avait pas vraiment envie, il faut aussi accepter sa part de responsabilité. Je suis désolée de le dire, mais moi je ne supporte pas une femme qui a accepté de faire l'amour avec un homme et qui, parce que le lendemain n'a pas obtenu ce qu'elle espérait obtenir, porte plainte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Karina, mais... Ah, mais totalement. Et moi, je peux vous dire autre chose. J'habite dans le sud-ouest. Je vois, par exemple, sur les fêtes de Dax, vous savez comment ça se passe, les fêtes ici, c'est très allumé, etc. Bien sûr, bien sûr. Quand je vois des petites jeunettes qui sortent avec le ventre à l'air, la jupe vraiment ras, et qui vont dans ces fêtes-là comme ça, je me dis que là, c'est presque... Voilà, D'accord, on a le droit de s'habiller comme on veut, mais est-ce que vous allez vous habiller mais il faut l'assumer. Mais on a le droit. Voilà, ce que vous dites. Exactement. C'est juste ça que je veux dire. C'est-à-dire que on est en train maintenant d'aider les femmes à se poser en victimes, et voilà. Alors qu'avant elles étaient, on les obligeait à être soumises. Et ce qui veut dire qu'elles ne sont toujours pas libres, parce que être libre, c'est assumer ce qu'on fait. Voilà. Tout à fait. Non, mais je suis à 250% d'accord avec vous. Eh ben merci, Karina. On sera au moins 2. Je crois qu'on est 3, hein, Guillaume. Oui, là aussi, je voudrais mettre un bémol parce que ça me semble très important aussi que les hommes comprennent non, c'est pas du politiquement correct. Je pense que c'est important que les hommes comprennent qu'on ne peut pas sauter sur une jeune femme sous prétexte qu'elle a une jupe très courte. C'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce que vous avez dit, mais ça me semble important de compléter. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Non, ce mais que je veux après, juste oui, dire, il faut assumer. C'est ça, je suis d'accord. Moi, quand je mets un décolleté et que l'homme arrête de me regarder dans les yeux et regarde ma poitrine, j'assume. Vous ne vous étonnez pas. Je ne m'étonne pas. D'accord. Voilà. Ça c'est. Voilà, je suis d'accord avec ça. C'est juste ça. Merci beaucoup, Karina, de cet échange. Tant pis si je me vois, j'ai encore droit à quelques réflexions sur mes réseaux sociaux, mais bon, pour l'instant, je dis ce que je pense et je crois que je suis pas la seule, puisque Karina au moins est d'accord avec moi. Voilà, alors, une petite devinette avant de donner la parole aux infos et de reprendre après les infos. La cuisine, c'est comme l'amour. Pourquoi ? Eh bien, réfléchissez, Guillaume, et vous me donnerez la réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous pour avancer sur la sexualité des hommes après MeToo. Je crois qu'on a dit déjà beaucoup de choses intéressantes depuis 14h. On va continuer bien sûr avec vous sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et puis je voulais rappeler également qu'il y aura un débat. Le mouvement MeToo va-t-il trop loin ? Ce sera lundi à 19h30 au Théâtre Marigny. Il y a encore des places si vous avez envie de vous y inscrire. J'y serai justement je serai en présence pour ce débat qui aura lieu entre Sabine Procoris qui trouve que ça va trop loin et Emmanuelle Dancourt qui elle considère que non. Voilà, et il n'y aura pas qui a raison, qui a tort à la fin, mais je pense qu'il se dira des choses très très intéressantes et c'est important qu'on en parle. Guillaume de Brébisson, une petite devinette, la cuisine c'est comme l'amour. Alors, beaucoup d'ingrédients et un bon résultat une fois passé au four, non ? Je ne sais pas. Il faut goûter à tout pour reconnaître ce qui nous plaît. Ah oui, c'est joli, juste. C'est joli. Très joli. Oui, vous voyez, c'était beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Alors, on va donner la parole à Baptiste qui nous a rejoint. Bonjour Baptiste. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Baptiste. Merci d'être avec nous. En tant qu'homme, alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, de nous dire ? Comment vous vivez l'après-MeToo, vous ? Comme l'avant MeToo en fait, puisque j'ai reçu une éducation sur la façon de se comporter avec les gens en général, pas forcément avec les femmes en particulier. Du reste, je pense qu'on gagnerait beaucoup si on admettait qu'on se comporte correctement avec tout le monde. Voilà, donc ça n'a rien changé. Quant à votre question de savoir ce que MeToo a changé, est-ce que MeToo va trop loin ? Moi je considère que tant qu'il y aura autant d'affaires de viol non traitées, autant d'agressions sexuelles
et sexistes non adressés, tant qu'il y aura autant de trucs qu'on accepte. Oui, mais alors là, Baptiste, j'entends. Attendez, Baptiste, on est tous d'accord qu'on aimerait qu'il n'y ait plus de ce genre de drame. Mais le problème, moi, je suis amie avec un ex-commissaire qui travaille sur les hommes qui sont des hommes violents et qui font des stages. Hein. Le problème, c'est que la majorité, sur 10 qui vont faire le stage, il y en a 7 au moins qui considèrent normal et qui sont complètement indécrottables. Donc, vous voyez, c'est pas le mouvement MeToo qui les a fait réfléchir. C'est un problème d'éducation à la base. C'est un problème aussi de beaucoup de femmes, malheureusement, qui, par des enfances maltraitées, subissent de la violence conjugale et malheureusement ne partent pas à temps. Vous voyez, je pense qu'il faut bien comprendre, comme je le dis souvent, moi, hein, c'est vraiment à la base qu'il faut prendre les choses. Et je trouve que la dernière, j'ai entendu la ministre de l'Éducation nationale l'autre jour aborder les questions d'éducation à la sexualité. J'ai trouvé que c'était pas mal hein, de démarrer très tôt pour déjà expliquer aux très jeunes enfants ce que c'est. C'est certain. Il faut commencer à la maternelle. Par le respect du corps, le respect de son corps, etc. Mais j'aime bien ce que vous dites, Baptiste, sur le fait que il ne s'agit pas de respecter les femmes ou pas les femmes, il s'agit de respecter tout le monde, y compris les femmes. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Et moi, j'entendais pas bien votre stat, Brigitte, parce qu'on a été coupé 2 secondes, mais en gros, c'était quoi? C'était votre ami commissaire, il dit qu'il y a 7 hommes sur 10 qui recommencent, en gros, c'était ça votre qui en tout cas se remettent pas en question. Vous vous rendez compte? Non, je trouve ça atterrant, évidemment. Mais moi aussi. Hein. Si on voit le verre à moitié plein, ce que j'ai tendance à faire, on peut aussi dire que peut-être qu'avant qu'on mette en place ces formations et ces séances, peut-être que c'était 10 hommes sur 10 qui se remettaient pas en question. Donc en fait, on avance progressivement. C'est aussi à ça qu'a servi MeToo, c'est qu'on avance. Mais moi, attendez, Baptiste, je suis d'accord que MeToo a fait bouger fondamentalement le socle. On est d'accord. Ne serait-ce que l'écoute, parce qu'en vrai, à la base de tout, il y a qu'est-ce qu'on fait de la parole des victimes. En fait, c'est juste ça. Et commencer par écouter la parole des victimes, c'est déjà un premier très 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 grand pas. 3% des affaires de viol qui vont au bout et qui sont traitées, mais c'est indécent. J'écoutais votre talk précédent et j'étais pas d'accord évidemment avec vous. J'aurais mis le même bémol que Guillaume, j'en aurais même mis 2. En fait, je suis d'accord avec votre propos qui est d'assumer, par exemple, de mettre un décolleté. Le problème, c'est qu'en fait, moi, sur la plage, je vois des nanas se faire emmerder ou se faire agresser parce qu'elles sont en maillot de bain. Et par contre, je vois plein de mecs torse nu et aucune femme à qui ça viendrait à l'idée d'aller les agresser ou les emmerder. Donc, en fait, c'est juste ça, c'est cette dissonance. Ah, mais attendez, je suis pas en train de justifier ces mecs qui emmerdent les femmes. J'ai bien compris. Moi, je pousser le bouchon un peu. Oui, j'entends. J'ai compris votre propos, hein. Je le comprends parfaitement. Oui, j'entends bien. Non, mais encore une fois, ça a bougé fondamentalement. Mais vous, visiblement, Baptiste, vous êtes. Je vais reprendre exactement ce que je disais à Karina. C'est que vous êtes bien dans votre peau, vous avez une bonne estime de vous-même, une bonne confiance en vous, et donc vous n'avez aucun problème quand vous êtes face à une femme parce que vous la respectez d'abord comme un être humain. Parce que vous n'avez pas de problème avec votre identité masculine. Un côté pratique aussi, hein, Brigitte, c'est que quand on respecte les gens, généralement les gens nous respectent. Oui, bien sûr, c'est sûr. De respecter les gens. Mais en vrai, c'est aussi très orienté de ma part et c'est très calculé de ma part. Mais en fait, on est beaucoup plus désirable en étant gentil, agréable et bienveillant. Hein. Mais ce que je veux dire, et c'est en ça que je pense qu'il est important de comprendre que le mouvement MeToo était nécessaire, mais qu'il ne faut pas qu'il aille trop loin, parce que pour certaines femmes, ça les fait rester dans des positions de victimes et du coup elles n'arrivent pas à assumer leurs propres désirs, et ça fait que les hommes un peu mal dans leur peau d'homme n'osent plus et se branchent sur Internet à regarder de la pornographie du matin au soir. Ouais, mais là je suis pas sûr qu'on puisse dire que MeToo du coup fait peur en fait, moi j'ai coutume de dire, je reconnais que c'est un peu exagéré, mais je pense que MeToo fait peur aux hommes qui ont des trucs à se reprocher, en fait, tout simplement. Enfin, moi, MeToo m'a jamais fait peur parce que... J'entends bien, mais vous êtes à l'aise. Normalement, voilà. Ça a aussi peut-être aussi un effet intéressant sur certains hommes, c'est de revisiter leur comportement naturel et de s'apercevoir que parfois,
ils ont peut-être pu être perçus comme insistants ou sans l'avoir voulu. Et donc, attendez, je vous coupe. Moi, j'ai repris contact avec des partenaires passés pour leur poser la question sur certains de mes comportements et pour voir oui, mais moi j'ai des hommes Baptiste, moi j'ai des hommes qui ont reconnu que certaines fois peut-être pas peut-être d'ailleurs, ils ont reconnu qu'ils avaient été un petit peu trop loin et qu'ils avaient bien senti qu'elle n'en avait pas vraiment envie, mais que bon, après tout c'était bien parti. Il y a quand même un truc dans la drague masculine classique. Je ne parle pas pour vous, Baptiste, hein, je parle pour d'autres hommes qui, j'espère, nous écoutent. Il y a une drague masculine classique qui consiste à dire à la jeune femme face à nous qu'on la trouve jolie, et puis on pose sa main sur sa main, et puis elle réagit pas, pouf, on pose la main sur le bras, et puis elle réagit pas, pouf, on lui caresse les cheveux, et puis elle réagit pas, on l'embrasse, et puis elle réagit pas, on lui caresse les seins, et on ne réagit pas, on couche avec elle. Et ça, ce système-là, en fait, c'est un système qui, chez de nombreuses femmes, provoque une sidération totale. Elles ne savent absolument pas comment se comporter face à ça. C'est ce qu'on appelle l'effet étoile de mer. Hein. Oui, alors, et du coup, elles se laissent faire, mais elles n'ont aucune envie de tout ça. Et l'homme, lui, il est dans sa logique de conquête et il se dit « Ah ben c'est bon, la main c'est bon, donc je peux passer au bras, donc le bras c'est bon, etc. » Et or, en fait, ça, c'est pas de la drague. Ça, c'est de l'assaut. C'est partir en campagne pour, alors excusez-moi l'expression, mais se faire la femme en face. Et ça, c'est pas un comportement qui devrait être encouragé. Et je trouve que dans les affaires MeToo et Balance ton port, quand on lit les témoignages, on voit bien que c'est souvent ça qui est en fait incriminé. C'est-à-dire cette espèce de prise de pouvoir, comme ça, masculine sur la femme. Et ça, il faut lutter contre ça. Alors quand, comme vous, on respecte les êtres humains autour de nous, y compris de sexe féminin, eh bien, j'imagine, on ne fait pas ça. Mais quand même, c'est assez répandu et c'est bien qu'on dise que ça n'est plus possible, ça. Oui, mais c'est bien que vous le disiez clairement. Je suis 100% d'accord et je pense que Baptiste, vous êtes 100% d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. Oui, et même je vais reprendre quand même pour pas quand même que vous pensiez, Brigitte, que je ne pense pas comme vous sur toute la ligne, mais en gros, je pense que vous avez raison sur l'éducation et sur les jeunes années. Ce que vient de dire Guillaume, ça me fait penser à une phrase qui est très connue, utilisée comme une expression courante, qui ne dit mot consent. En fait, non. Voilà, qui ne dit mot ne consent pas forcément, en fait. Voilà. Une absence de réponse, c'est pas une réponse, en fait. Voilà. Si la personne n'a pas clairement exprimé le oui, alors elle n'est pas obligée de l'exprimer en le disant, elle peut l'exprimer en prenant la main de son partenaire, elle peut l'exprimer en lui remettant la main sur sa cuisse à lui. Oui. Absolument. Et ça, il faut l'apprendre aux femmes. Il faut apprendre aux hommes qu'une femme qui ne... Il faut apprendre aux hommes qu'une femme qui ne dit rien ne consent pas forcément. Et là, je suis d'accord pour le terme consentir. Oui. Et il faut apprendre aux femmes à être très claires. Et moi, je dis souvent, d'ailleurs, sur les questions d'hommes qui tripotent un petit peu dans le couloir sous prétexte que, etc. Je dis toujours, c'est au premier geste qu'il faut le remettre à sa place. Il faut le faire tout de suite. Parce que Brigitte, on doit aussi tenir compte de ce que disait Guillaume, et qui est très juste, et j'insiste là-dessus, c'est que moi, ça m'est arrivé d'être dans une situation où j'ai été complètement tétanisé, où donc quelqu'un a posé la main sur moi, j'étais pas consentant, je ne le souhaitais pas, et je n'ai rien dit, je suis resté là complètement amorphe. Passif, voilà. Oui. Voilà. Et j'ai compris ce jour-là ce que c'était que la sidération. Tétanisé et d'être complètement sidéré. Donc en fait, apprendre aux femmes à réagir, bah oui, moi, autour de moi, j'ai des femmes qui ont du caractère, qui sont fortes, et qui, si on leur met une main aux fesses, vont répondre par une tarte dans la tronche. Mais moi, aujourd'hui, je sais le faire, mais je ne savais pas le faire quand j'avais 20 ans. C'est tout. C'est des choses Et si on m'avait appris plus jeune, je pense que ça aurait été mieux. Et donc, on peut l'apprendre, ça. Oui, on peut l'apprendre tant qu'on est avant la sidération. Et effectivement, en cabinet, je reçois des jeunes femmes à qui je dis très souvent, mais vous savez, vous pouvez dire non. Et en fait, dire non à un homme, ça le rassure parce qu'il sait où il est. C'est beaucoup plus simple, en fait. En fait, les hommes aiment bien que les choses soient simples. Et donc, si on leur dit non,
Ils comprennent. Un homme, on doit lui dire blanc ou noir, et puis comme ça, il est content. Bon, merci Baptiste, en tout cas, de cet échange. Je crois qu'on avance, parce qu'on échange, et puis on essaye de dire ce qu'on pense. Et c'est tellement pas simple, de toute façon, les relations hommes-femmes, que c'est normal qu'il y ait des débats. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous et nous évoquons l'après-MeToo. On en dit des choses et puis chacun prendra ce qu'il veut. Et de toute façon, il n'y a pas une vérité. Quand on parle des relations hommes-femmes, de toute façon, c'est terriblement subjectif. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais lundi, c'est la journée internationale de la violence faite aux femmes. Donc, c'est une journée évidemment importante. C'est lundi. Mais tout de suite, nous sommes en ligne avec Pierre Lassus. Pierre Lassus que j'aime beaucoup parce que c'est lui qui m'a fait comprendre il y a déjà une bonne quinzaine d'années. D'abord, bonjour Pierre. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors, je disais donc que c'est grâce à vous, il y a une quinzaine d'années, que j'ai compris que la société de demain, c'était les enfants d'aujourd'hui, grâce notamment à votre livre magnifique, L'enfance du crime, c'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui, c'est un livre. Vieux livre. Non, c'est un livre toujours actuel, malheureusement. Oui. Malheureusement, parce que l'enfance maltraitée, elle existe toujours. Vous êtes d'ailleurs spécialiste de l'enfance maltraitée. Vous êtes membre du collège de l'INIR, donc instance indépendante de reconnaissance et de réparation, et vous êtes président d'honneur également de Halt Hamo, association Halt au harcèlement moral, qui est située à Pau. Et c'est à ce sujet-là, d'ailleurs, je crois que vous avez envie de réagir. Enfin, en tout cas, vous voulez nous parler de ce 11e colloque annuel sur les violences psychologiques, qui se tiendra le samedi 23 novembre 2024 au domaine de Luquin à Gand, à côté de Pau, à 15 minutes de Pau. Voilà. Et donc, je vous en prie, allez-y, racontez-nous quel est le thème particulier cette année. C'est une association que j'ai rencontrée il y a un peu plus de 10 ans et qui fait un travail formidable parce que c'est une petite association plutôt locale, mais qui a su développer et faire venir des personnalités tout à fait inattendues. Je vous donne un simple exemple. Nous avons eu il y a quelques années le petit-fils du commandant du camp d'Auschwitz qui a parlé des horreurs que son grand-père avait commises et des violences extraordinaires faites non seulement aux femmes, aux enfants, etc. etc. Donc, c'est une association qui lutte contre les violences, que ça soit morale ou qu'elle soit psychologique. Et cette année... Et physique, j'imagine. Pardon ? Et physique. Et physique, absolument. Oui, non, parce que vous avez dit morale et psychologique. C'est pour ça que je me suis permise de vous reprendre. Merci. Au contraire. Oui, d'ailleurs, cette année, il y a une témoin qui a été victime de violences physiques qui s'appelle Laura Rapp, qui a été un peu médiatisée parce qu'elle a écrit un livre où elle raconte comment son compagnon a failli la tuer sous les yeux de sa fille en l'étranglant. Donc il y a absolument toute forme de violence. Et cette année, on essaie de sortir d'une problématique de victimisation pour une problématique de qu'est-ce qu'on peut faire après, quelle perspective d'espoir. Et le thème de ce colloque, c'est de la honte à l'estime de soi. C'est-à-dire comment, pour se reconstruire, on doit retrouver l'estime de soi alors que les mauvais traitements physiques et psychologiques, en effet, font de nous des individus honteux d'eux-mêmes, puisqu'il y a un phénomène bien connu qui s'appelle l'inversion de la culpabilité. C'est-à-dire que la victime se sent coupable et elle se dit mais pourquoi c'est arrivé à moi? C'est sûrement moi qui ai dû attirer ces horreurs sur moi-même et j'ai honte de ce qui s'est passé. Et pendant des années, des personnes vont vivre cette honte qui les paralyse et qui les empêche de sortir du traumatisme. Voilà. Donc on a des témoignages tout à fait intéressants cette année de psychiatres comme monsieur Jean
Jean-Marie Robin, de cette femme Laura Rapp qui a été une victime, de Radoslav Gruev qui est un Bulgare qui traitait du système concentrationnaire sous un autre régime autrefois, et là on retrouve ce que je disais tout à l'heure par rapport à Auschwitz, et du docteur Bernard Rouchous qui est un des initiateurs de la Gestalt thérapie, c'est-à-dire des thérapies brèves, des thérapies cognitives qui permettent avec beaucoup d'efficacité en général des personnes qui ont été victimes de se débarrasser de cette honte d'eux-mêmes qui n'a absolument pas lieu d'être, puisque la honte, elle doit être du côté des agresseurs, de ceux qui vous ont humilié et vous ont convaincu que vous n'étiez rien d'autre que les objets asservis à leur propre désir pervers en général. En même temps, alors évidemment je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, Pierre Lassus, mais en même temps il est important aussi de comprendre pourquoi à ce moment-là on a subi ça, quoi. Je veux dire, c'est prendre sa petite part de responsabilité. Encore une fois, je suis pas en train de dire sa part de culpabilité, hein, je fais attention. C'est-à-dire, il faut évidemment faire ça. Ce sont des problématiques strictement personnelles. Tout dépend de la personnalité en question, de leur âge, etc., etc. Et en général, les agresseurs ou les gens qui jouissent de l'humilier les autres savent très bien quels sont les points faibles. Et donc, en effet, il y a des personnes à qui il arrivera pas grand-chose, qui sauront se défendre, et puis d'autres qui ne savent pas se défendre, et puis les agresseurs savent très bien à qui s'adressent. Ils trouvent les proies, bien sûr. Voilà, ils trouvent les proies. Et j'ai bien aimé tout à l'heure quand vous disiez, mais comme ça fait longtemps qu'on se connaît, je n'en doutais pas que vous savez donner une claque à quelqu'un qui a des gestes déplacés envers vous. Mais vous êtes une femme forte, et vous vous souvenez, j'avais écrit un livre vous concernant pour vous défendre lorsqu'on vous avait attaqué déjà après cette affaire MeToo, où vous disiez qu'il ne fallait pas exagérer et qu'il fallait quand même reconnaître la possibilité pour certaines femmes de ne pas succomber, se laisser faire et se laisser manipuler, mais vous faites partie des personnes qui sont armées pour résister à ça. Malheureusement, les agresseurs savent trouver des gens qui sont beaucoup moins armés que vous. Voilà. Oui, oui, bien sûr, mais c'est aussi, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi en comprenant pourquoi à un moment donné on est agressé, quelle que soit l'agression d'ailleurs, parce que souvent c'est un travail aussi sur son enfance, par exemple, qui va réparer et qui va nous permettre de dépasser justement ce traumatisme. Oui, parce que dans tout ça, il y a quand même beaucoup en jeu le syndrome de stress post-traumatique et justement les effets de la sidération dont on parlait tout à l'heure, qui vont faire qu'une victime potentielle va prêter le flanc d'une certaine manière, et sans aucun désir pour autant de le faire, à l'agression de quelqu'un qui lui-même est dans un état modifié de conscience au moment où il agresse. Et qui du coup agit non pas avec son mental, avec son raisonnement, mais vraiment avec une sorte d'instinct animal, quoi. Oui, mais vous avez raison de parler du stress post-traumatique parce que c'est certaines personnes qui ont vécu dans leur enfance des événements traumatiques sont victimes de ce syndrome post-traumatique sans le savoir, mais présentent des comportements, une faiblesse et justement, par exemple, des sentiments de honte et de culpabilité. D'où l'idée de ce colloque, de la honte à l'estime de soi. Il est essentiel de restructurer une personnalité pour retrouver une estime de soi et se dire mais je ne suis pas si mauvais que ça, je ne suis pas si nul que ça, et même si j'ai été victime d'un certain nombre de choses qui ont mis en cause mon fonctionnement
mentale, je suis capable de réformer ce fonctionnement, de lui redonner la vigueur, de l'énergie et du narcissisme pour me reconstituer en tant que personne tout à fait respectable et qui doit être respectée. Voilà. Mmh. Alors Pierre Lassus, donc c'est le 11e colloque annuel sur les violences psychologiques qui se tiendra le samedi 23 novembre 2024. C'est au domaine de Luquin à Gand, à 15 minutes de Pau. C'est ouvert au grand public. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Tout le monde, voilà. Donc, si vous avez envie de mieux comprendre comment on se reconstruit, comment on retrouve son estime de soi après la honte, justement. Eh bien, venez nous voir. Vous êtes les bienvenus et vous y serez donc, Pierre Lassus. J'y suis puisque je suis le président d'honneur de cette association depuis plus de 10 ans. Donc, depuis les premiers colloques. Très bien. Et merci de nous avoir donné la parole et bonne fin d'émission. Merci Pierre Lassus, merci à vous. Au revoir Brigitte. On va se retrouver dans un instant avec le Sexo Conseil. On va parler des mécanismes du désir. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors, les mécanismes du désir, c'est un petit peu en fil rouge de l'émission d'aujourd'hui, Guillaume de Brébisson. L'homme désire dans l'esprit de conquérir, de préférence celle qui est la plus convoitée. On sait que dans une soirée, quand il y a une femme qui est la plus convoitée, généralement beaucoup d'hommes aimeraient bien repartir avec. C'est encore une fois très caricatural, mon sexo conseil, mais c'est aussi fait pour ça. C'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. La femme, elle, va plutôt désirer par amour. Alors l'homme est excité par les seins et les fesses. La femme est excitée par un être à part entière. Ça, c'est important parce que très souvent, quand on demande à une femme qu'est-ce qui l'a attirée, elle va répondre parfois les fesses, mais elle va pas forcément répondre quelque chose de l'ordre d'une partie du corps en particulier. Le physique, je ne dis pas qu'il n'est pas important pour les femmes, mais il est moins sujet à excitation primaire, si je puis dire. Alors l'homme, on dit qu'il est entraîné par sa pulsion, alors que la femme a besoin d'être un peu plus en harmonie avec son corps et son cœur pour que le désir prenne sa place. D'où une baisse de désir au moindre paramètre extérieur qui va nuire à cette harmonie entre le corps et le cœur. Chez la femme, on sait très bien que très souvent dans un couple, c'est plutôt la femme qui va être en baisse de désir avant l'homme, en général, encore une fois. L'homme veut voir une femme qui s'exhibe avec plaisir, ça excite toujours le partenaire. La femme, elle aime plutôt entendre, et on sait que les mots d'amour sont des caresses pour elle, donc c'est important, les mots M-O-T, bien sûr. Le désir masculin est assez égal au fil du temps, celui de la femme est souvent aussi variable en fonction de son cycle. Les femmes ont un désir beaucoup plus fluctuant. L'homme, en général, quand sa libido est plus constante. Voilà, est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses ? Je trouve que ça signifie juste que les hommes sont prévisibles, ce que toutes les femmes qui écoutent cette émission seront d'accord pour dire. et ça signifie aussi que la relation est très importante. Voilà. Si un homme veut s'assurer du désir de sa femme, il doit s'occuper de sa relation et la considérer comme lui aussi comme un être à part entière et pas seulement une collection de morceaux de soie. Voilà, et c'est vrai que, encore une fois, il y a des hommes qui sont en panne de désir, il y a des femmes qui ont un désir beaucoup plus fort. Mais ce que je viens de dire, c'est encore une fois un peu c'est la règle générale. La règle générale, ouais. voilà. Et donc c'est important de comprendre qu'on fonctionne différemment pour justement pouvoir s'adapter l'un à l'autre plus facilement et pouvoir communiquer sans penser que l'autre réagit mal. Non, l'autre réagit comme il peut et c'est aux deux de comprendre les différences. Alors, on va parler d'une sexualité différente avec Axelle de Sade qui est avec nous. Bonjour Axelle de Sade. Bonjour. Vous êtes dominatrice professionnelle et vous êtes l'autrice de ce livre Kink. Alors je crois, Guillaume de Brémisson, vous saviez ce que ça veut dire Kink ? Oui, c'est-à-dire que je connais Kink et Kinky. Oui, alors je connais. Pour moi, c'est synonyme de BDSM. Mais vous qui en savez beaucoup plus, vous allez sans doute me dire que c'est pas tout à fait le cas.
Oui, effectivement, kink, c'est un mot qui va beaucoup plus loin que le BDSM pour parler plutôt de toutes les excentricités, les curiosités érotiques, sexuelles et génitales qu'on peut avoir et qui en général sortent de la sexualité simplement pénétrative. Alors, on peut dire qu'il y a autant de kink qu'il existe de personnes sur Terre. Et kink, c'est un peu qu'est-ce qui fait, en fait, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui est excitant pour moi. Alors, c'est bizarre parce que Axel de Sade, moi, je l'ai entre les mains, ce livre, livre tout à fait remarquable et très riche en conseils, en propositions, et ça peut aider à beaucoup de gens à découvrir des fantasmes. En dessous, le sous-titre, c'est en effet Manuel de sexualité créative, hein, donc ça va dans la définition que vous êtes en train de dire, Axel de Sade. J'ai oublié de dire que c'est aux éditions Anne Carrière, mais néanmoins, quand je regarde votre livre, écoutez, excusez-moi, mais c'est un manuel de BDSM. Alors, pas que, parce que... écoutez, pas que... Non, pas que, et c'est important parce que... Mais non, parce que dans le BDSM, en fait, il y a plein de choses. Et souvent, il y a aussi... c'est très stéréotypé. Et nous, on parle de sexualité créative parce qu'il n'y a pas forcément d'échange de pouvoir dans les pratiques qu'on définit. Par exemple, quand on est sur la lutte érotique, sur les massages, le tickling, le liquid love, on voit bien, en fait, qu'on n'est pas sur cette dimension où on va faire mal à quelqu'un, où on va dominer quelqu'un. On est plus sur la dimension ludique. Et en fait, le manuel, c'est pour ça qu'on l'a appelé manuel de sexualité créative, c'est parce que dans ce manuel-là, on parle d'une sexualité qui est plutôt ludique, joyeuse, solaire. Oui, bien sûr, mais on va pouvoir y ajouter parfois une dimension d'échange de pouvoir. Non, mais excusez-moi. Non, mais excusez-moi, c'est important. Moi, votre livre est tout à fait remarquable, donc je suis pas en train de le critiquer. Je dis juste que je suis obligée, pour les personnes qui nous écoutent, de dire que si vous n'avez pas du tout envie de pratiquer un tout petit peu de BDSM, c'est pas un livre qui vous conviendra. Voilà, c'est un livre qui conviendra à des personnes qui sont un peu ouvertes au BDSM. Sinon ils y trouveront pas leur compte. Axel de Sade, je suis désolée. Je m'inscris un peu en faux parce que en fait tout le monde pratique, enfin la dimension, si on parle de BDSM pur, tout le monde le pratique. Je le passe à Guillaume. Hein. Tout le monde le pratique. C'est très curieux de sexualité créative. Non, ça je peux pas vous laisser dire ça, Axel de Sade. Tout le monde ne pratique pas le BDSM sans le savoir. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ne se sont jamais griffés, mordus ou même légèrement. Non, je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas vrai. Non, mais alors laissez-moi développer mon propos. C'est parce que en fait, par exemple, quand vous êtes dans un lit et que à partir du moment où vous allez bander les yeux de quelqu'un ou l'attacher. Mais excusez-moi, c'est déjà du BDSM. Laissez-moi terminer. Ou que vous prenez l'autre, par exemple, en levrette d'une manière un peu sauvage, où vous allez être justement dans une dimension où je te prends, donc je suis dans une dimension où je prends le pouvoir sur toi. On est bien sur, on va dire, l'aspect psychologique de l'échange de pouvoir. Après, c'est pour ça que manuel, effectivement, je suis désolée, un bandeau ou une position en levrette un peu forte, c'est déjà le B à bas, le premier étage, si je puis dire, du BDSM, Axel. C'est ce que je dis. C'est tout à fait ce que je dis. Et donc je dis bien que c'est un livre plus un manuel de BDSM du premier étage jusqu'à plus loin qu'un livre de sexualité créative. Alors, il y a beaucoup de créativité dans ce que je vois. Mais le livre est formidable. Le livre est très chouette. Je ne suis pas en train de dire du mal du livre. Je dis juste qu'il ne faut pas induire en erreur les auditeurs. J'ai du mal. J'ai dit que probablement en lisant ce livre, on peut s'en inspirer pour faire de la sexualité créative sans contrainte. Parce qu'en fait, ce dont vous parlez, c'est la question de la contrainte. Non, ce dont je parle, en fait, c'est surtout d'utiliser en fait certaines techniques de jeu, mais en lui retirant tout cet aspect très noir et stéréotypé de ce type de jeu pour aller sur quelque chose qui est de l'ordre justement du jeu, joyeux, du ludique.
Et c'est pour ça que moi, ça me gêne, en fait, Brigitte, que vous assimiliez ce qu'on décrit dans le livre comme du BDSM. Je ne renie pas qu'il y a certaines techniques qui font appel à du BDSM, mais on va beaucoup plus loin dans les kinks qui sont proposés. C'est pour ça qu'on parle de kink aussi. C'est parce qu'on est sur 83 propositions de jeux, dont certaines, oui, où on va parler de scénario, où on va parler d'échange de pouvoir, mais vraiment pas que. Et c'est une boîte à outils, en fait, pour commencer à sortir, on va dire, d'une sexualité qui peut paraître ennuyeuse parce que très scénarisée, très stéréotypée, très schématisée, pour aller vers quelque chose qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. Alors d'abord doucement, parce que ce qui est important, c'est de le faire lentement et pas de changer de... Non, mais là-dessus, vous avez raison. Vous guidez de manière très chouette les gens qui veulent, par exemple, susciter des émotions différentes, comme l'illusion, la frustration. Vous donnez... Non, mais moi, encore une fois, je trouve que le livre est vraiment très très bien fait et plein de propositions, et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs y trouveront leur compte. Je dis juste que si on rêve plutôt de sexualité sacrée, de tantra ou de sexualité, de slow sex ou de sexualité très douce, etc., on est tout à fait à l'inverse. Oui. Voilà. Alors là, c'est sûr que si on est sur la dimension très spirituelle, enfin en tout cas tantrique, etc., c'est vrai que le livre n'aborde pas ces questions tantriques, ça c'est sûr. Ouais, si vous rêvez de sexualité douce, vous lisez S'expanouir. Si vous rêvez de sexualité créative et pimentée, vous lisez Kink. Voilà, en gros, on peut dire ça. On peut dire, absolument, on peut dire ça. Non, mais encore une fois, oui. Alors, vous avez d'autres autrices, hein, d'ailleurs, dans ce livre. En plus, il y a des dessins, il y a des photos qui permettent... Enfin, moi sincèrement, encore une fois, je trouve que le livre est remarquable. J'ai pas d'autre choses à en dire. Mais merci beaucoup. Voilà. Cela étant dit, j'ai fait une émission récemment et beaucoup de femmes ont envie d'être un peu soumises. Hein, donc, ça peut aussi être une manière de découvrir pour certaines femmes d'autres fantasmes. Oui, femme ou homme, enfin c'est... Justement, dans le livre, on évite de trop genrer je suis une femme, je vais me soumettre, ou je vais aimer ça, ou je suis un homme. Parce que justement, enfin moi, ce que j'ai pu constater, notamment dans mon activité de professeur à l'école des arts sabiens, c'est que il y a des hommes qui sont aussi à la recherche d'une autre forme de sexualité, sans être dans ces injonctions performatives de l'érection, de faire jouir son ou sa partenaire. Et c'est pour ça que voilà, nous on est assez généraliste dans le propos, sans attitrer à un sexe un désir. Absolument. Si vous avez envie peut-être de découvrir un nouveau fantasme que vous ignorez, vous allez peut-être le découvrir grâce à ce livre, Kink, manuel de sexualité créative. Ça vous va, ça, Axel de Sade? Oui, merci beaucoup. Aux éditions Anne Carrière, Axel de Sade. Merci d'avoir réagi et de nous avoir présenté votre livre qui est en effet très, très, très complet. Guillaume de Brébisson, on fait une petite pause et puis on va conclure déjà. Volontiers. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et pour conclure, on va revenir sur notre sujet du jour. Merci d'ailleurs d'avoir voulu aborder ce sujet, Guillaume de Brébisson. Comment va la sexualité des hommes après MeToo? Et je rappelle qu'on peut offrir à son ado, hein, si on a un ado, ce livre formidable que vous avez écrit, Lettre à mon fils. C'est aux éditions First, parce que c'est une belle manière, hein, de permettre à un ado de mieux comprendre ce que c'est que la sexualité d'un jeune homme en 2024. Christophe, bonjour. 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 Merci de prendre la parole en tant qu'homme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Christophe?
Déjà, dans un premier temps, que depuis l'apparition de tous ces dénonciateurs, je ne sais pas comment on peut dire ça. D'un côté, pour les femmes, je pense que c'est une bonne chose, parce que certaines femmes, que ce soit au travail ou dans leurs relations, ou même dans plusieurs types d'actions vis-à-vis des hommes, c'est une bonne chose. Après, il ne faut pas tomber dans l'abus non plus. Maintenant, au niveau des hommes, c'est sûr que ça a beaucoup changé, parce qu'on n'ose plus aborder la femme comme avant, quoi. On a peur de passer soit pour un pervers, soit pour quelqu'un qui, dès qu'on voit une femme avec un décolleté ou avec une mini-jupe, dès qu'on la regarde, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de la regarder. En gros, c'est un peu bizarre. En fait, d'un côté, on a les dérives des réseaux sociaux, où on peut, on va dire, excusez-moi l'expression, je sais que je vais agir, mais commander une femme ou un homme comme... Oui, vas-y. Comme au McDo. Et de l'autre côté, on a le site MeToo où dès qu'on fait quelque chose, qui plaît pas forcément, on est dénoncé comme si on était un criminel, en fait. Oui. C'est un petit peu le problème de notre société à tout niveau, d'ailleurs. Il y a plus de juste milieu. En fait. Oui. Voilà, exactement. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va sur des réseaux sociaux simples, des trucs classiques du genre Facebook ou Instagram, sans aller très très loin, on est facilement confronté à des propositions de prostitution qui viennent, on ne sait pas d'où, par des femmes qui se présentent de manière extrêmement provocante, etc. Et c'est comme si ça, c'était autorisé. C'est ça. Alors que les relations non tarifées, elles, seraient devenues prohibées ou quasi prohibées. Exactement. C'est ce que vous dites. Et après, il y a aussi le fait, quand on va sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux de rencontres, en fait, on ne sait plus comment aborder la femme, et on n'a plus limite, on n'a plus le droit. Certaines le comprennent, mais d'autres, quand on commence à plaisanter sur la sexualité, parce que des fois, selon le métier qu'on fait ou selon la personnalité qu'on a, on aime bien plaisanter là-dessus parce que ça permet de briser la glace. Mais certaines, elles pensent qu'on est pervers, alors que pas du tout. On n'a même plus le droit des fois d'aborder ce sujet, en fait. Oui. C'est vrai que l'humour sur la sexualité devient très glissant. L'humour est compliqué de nos jours, de toute façon. Oui, on n'en est plus dans la période Coluche, ça c'est clair. C'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, pour aborder certains sujets, même avec humour, ça devient très compliqué. Mais il y a même des sujets qui deviennent compliqués à aborder quand on est dans des dîners familiaux, par exemple. Comme s'il fallait être d'un côté ou de l'autre. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me gêne beaucoup. Et je trouve que c'est très amplifié sur les chaînes d'infos où il y a toujours des... On n'a pas le droit de rester neutre ou de ne pas avoir d'opinion, en fait. Il faut absolument qu'on choisisse un camp. Il faut choisir un camp. C'est-à-dire tout est polarisé. Il y a une polarisation croissante de tous les échanges, je crois, d'une manière générale. Après, je pense qu'au-delà de ça, je pense que beaucoup d'hommes comme beaucoup de femmes, ce qui manque, parce que Madame Anaïs, je vous écoute souvent, pas forcément sur Sud Radio, mais sur d'autres, je vous ai écouté parce que j'ai 43 ans, donc je connais un petit peu. Et du coup, je vous ai écouté des fois parler. Le truc, c'est que ça manque beaucoup de communication. Alors aujourd'hui, on est beaucoup sur nos téléphones, sur les réseaux, et ça manque beaucoup de communication. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on va arriver à discuter avec quelqu'un, mais dès qu'on se retrouve en face de lui, on ne saura plus quoi lui dire. Et ce qui est très juste dans ce que vous dites, Christophe, c'est que sur les réseaux sociaux, on est très cash et on se permet de dire les choses de manière pas nuancée, justement, alors que dans la vie, on ne doit pas se comporter comme ça. Mais je pense qu'on est amené, avec tous ces systèmes de réseaux sociaux et autres, on est amené à développer une double personnalité, en fait. C'est ça. Il y a un côté où l'anonymat permet tout. Moi, j'ai été très frappé il y a quelques années par l'affaire Mia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette jeune fille, voilà, qui a dit des choses qu'elle aurait peut-être pas dû dire, mais qui a quand même reçu quantité de menaces de mort. Alors, les menaces de mort, c'est quand même quelque chose de très grave. Et les auteurs de ces menaces ont été poursuivis en justice. Certains ont été identifiés. Et en justice, on a vu arriver des messieurs d'un certain âge qui ne comprenaient pas très bien pourquoi ils étaient là, ni ce qu'ils avaient fait. En tous les cas, c'est ce qu'ils disaient. Parce que, oui, ils avaient dit, c'est vrai. Ils avaient écrit, je vais te violer puis te tuer. Mais ils ne voyaient pas où était le mal. Et en fait, on est, je crois, dissocié très, très, très souvent par tous ces outils qu'on utilise. Et du coup, on a toujours deux poids, deux mesures, quoi. C'est ça. C'est un peu ce que vous nous dites.
il y en a qui perdent le curseur en fait de la moralité sur les réseaux. Ils se disent c'est pas grave, c'est sur Internet, je peux librement parler, alors que non, en fait, on a affaire à des personnes qui sont derrière, et souvent les personnes l'oublient. On le voit au collège, au lycée, il y a de plus en plus de malveillance là-dessus. Alors moi, je vais rendre hommage à Didier Pleu, qui l'a dit il y a déjà 20 ans. Attention, le manque d'éducation à l'autorité, le manque de frustration va créer une société où on ne se respectera plus. Et je pense qu'on en est là. Il y a trop de gens qui ont eu une enfance trop roi, au sens... Exactement ça. Et du coup, j'ai envie de dire ça, je le dis. J'ai envie de faire ça, je le fais. Plus sur moi. Et oui, et donc ça, on le paye un peu cher. Alors bon, on sait que dans les sociétés, il y a toujours un mouvement de balancier. On va revenir certainement à plus d'autorité, mais ça risque de faire un petit peu mal. Oui, à quel prix ? Le problème, c'est à quel prix ? On va le payer. Si on va le payer, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur l'éducation. Vous avez raison, Christophe. Sur d'autres sujets, mais je veux dire, on va le payer. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, où on donne des portables facilement à des jeunes adolescents, c'est-à-dire au collège, à partir de l'âge de 6 ans, maintenant, on voit que certains enfants ont déjà le portable. Moi, ce qui me fait peur sur la sexualité, c'est que certains ont accès directement à carrément du porno, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Mais oui, mais je trouve, j'espère, mais je trouve quand même, et ça va être notre conclusion, Guillaume de Brébisson, je trouve quand même qu'on est en train de prendre conscience qu'il est temps de réagir et de faire commencer à bouger le mouvement de balancier dans l'autre sens. Oui, il y a une prise de conscience, je pense. Ouais, générale, la seule chose, et je termine là-dessus, c'est que des fois, au niveau de l'éducation des enfants, parce que j'ai quand même 2 garçons, des fois, avec tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait jamais sur la sexualité envers les femmes, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut plus dire, si on en a trop dit, si on en a pas assez dit, on ne sait plus où est le curseur quelque part. Mais ça, c'est une réaction de parents tout à fait normale, Christophe. Ne vous inquiétez pas, tous les parents se posent toujours la question de ne pas être sûr d'avoir fait ce qu'il fallait. Donc, ne vous inquiétez pas, ça prouve que vous êtes un bon parent. Et un bon père. Merci Christophe en tout cas, et merci de ce témoignage. Pour conclure, il me va très très bien. Merci Guillaume de Brébisson. Je rappelle que Lettre à mon fils, vous l'avez écrit pour votre fils, mais tous les jeunes hommes peuvent le lire et tous les parents peuvent l'offrir à leur fils. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan. On sera lundi avec Stéphane Clerget, pédopsychiatre. On verra pourquoi un chagrin d'amour, ça fait autant souffrir.